Je reçois aujourd'hui un habitué de notre émission puisqu'il s'agit de Bernard Lugan, avec qui nous allons présenter son dernier ouvrage, son Atlas historique de l'Afrique, publié aux éditions du Rocher, sous-titré « Des origines à nos jours ». On ne présente plus Bernard Lugan. Depuis plusieurs décennies, il s'est consacré à l'histoire africaine. Il nous a donné des études consacrées à plusieurs pays en particulier, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique interlacustre. Il nous a donné aussi des histoires transversales, comme par exemple le remarquable ouvrage intitulé « Afrique, l'histoire à l'endroit ». Alors, ce qui fait l'originalité de son atlas historique de l'Afrique, c'est que je considère qu'il constitue vraiment une excellente introduction à l'histoire du continent concerné. 250 cartes en couleur, pratiquement une toutes les 2 pages, puisque nous avons un ouvrage de plus de 400 pages. Et alors, ce qui fait l'intérêt de cet atlas, contrairement à des productions analogues, c'est qu'en regard de chaque carte, nous avons un texte d'explication, d'analyse, d'interprétation qui ouvre à chaque fois des pistes tout à fait intéressantes et inattendues. Il faut bien dire que l'histoire de l'Afrique est plutôt méconnue des Français. Ils ont peut-être quelques lumières sur l'histoire de l'Afrique du Nord, mais le domaine de l'Afrique noire, c'est un peu une terra incognita. Et cet atlas historique de l'Afrique, davantage qu'une histoire générale qui rebuterait peut-être le lecteur non préparé, eh bien, constitue un mode d'accès tout à fait original, vivant, intéressant. On peut passer facilement d'une région à une autre, d'une époque à une autre, et au bout du compte, tout cela permet d'avoir une vision sur la longue durée de ce qu'a été l'histoire de ce continent. Alors, Bernard Lugan, pourquoi cet atlas? Pourquoi ce souci des cartes? Car je sais ce que vous allez me répondre, mais je crois que c'est important de l'expliquer à nos auditeurs. Tout simplement parce que j'ai une formation de géographe, et de cartographe, et parce qu'une carte remplace de longs discours, à condition bien sûr de faire des cartes didactiques simples. Exactement. C'est une des qualités principales de l'ouvrage, ce sont des cartes d'une très grande clarté et qui donc ont une valeur didactique de premier ordre, ce qui n'est pas souvent le cas dans des ouvrages de ce type. Parce que si vous avez une carte qui vous oblige à réfléchir, à chercher derrière la réalité, il ne suffit pas de jeter de la couleur sur une carte. Enfin, vous savez, moi, j'ai commencé par de la carte en noir et blanc. Quand vous faites de la carte en noir et blanc, vous êtes obligé de faire de la carte didactique ou alors c'est d'abouille pour les chats. Et moi, je ne jette pas de la couleur sur une carte. La couleur sert simplement à faire ressortir des événements. Mais quand vous avez une formation de cartographe avec du noir et blanc, alors vous excellez dans la carte en couleur, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, la carte doit permettre de remplacer du texte. Ce qui fait que lorsque j'ai ma carte sur la page de droite, que j'ai le texte à gauche, le texte va servir uniquement à approfondir ou à ouvrir des directions de recherche, mais vous avez déjà toute la matière avec la carte. Les historiens français ne savent pas faire de cartes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une formation de géographie. Souvent, dans les études d'histoire, la géographie était considérée comme une matière qui était un peu secondaire, alors que quand vous faites matière auxiliaire. Voilà, mais quand vous faites de l'histoire de l'Afrique, il faut d'abord être géographe. Moi, je renverse le problème. Si vous n'êtes pas géographe, vous ne pouvez pas être historien de l'Afrique. Et j'en profite pour déplorer d'ailleurs dans notre enseignement secondaire aujourd'hui l'abandon de ce souci de la carte qui était justement un moyen pédagogique et didactique de tout premier ordre. Qui obligeait l'étudiant à faire une synthèse. Voilà, grâce la carte permettait la synthèse. Oui, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les cartes. Moi j'aimais beaucoup dans mes études, on faisait de la cartographie historique, c'est-à-dire on vous donnait une carte d'état-major et
thème du cours d'exercice, refaites l'histoire du peuplement de ce secteur de la carte d'état-major en France ou ailleurs, à partir de cette carte. C'était merveilleux. Ça, c'était un travail. On ne fait plus, ça. Voilà, c'était l'histoire totale, chère à Braudel. Voilà. Maintenant, on se sert de la couleur pour faire des drapeaux LGBT, mais non plus faire des cartes. Et alors, dans cet atlas historique de l'Afrique, vous revenez en fait à travers les cartes sur un certain nombre de questions importantes. Alors, je rappelle le sous-titre, des origines à nos jours. Et concernant justement les origines, vous nous proposez des synthèses tout à fait éclairantes concernant la préhistoire de l'Afrique, qui est restée pendant très longtemps, il faut bien le dire, tout à fait méconnue, en dehors de découvertes de paléanthropiens en Afrique australe ou orientale. Comment pourrait-on synthétiser les résultats des recherches opérées ces dernières décennies dans ce domaine ? Je vais répondre à votre question, mais déjà, je précise une chose, c'est que chacune de mes cartes et chacun de mes commentaires donne l'état des connaissances actuelles. C'est-à-dire, pour chaque sujet, je donne l'état actuel des connaissances scientifiques que nous avons sur chaque sujet. Donc, c'est un travail qui permet en même temps d'actualisation de la recherche. Ouais. Alors, l'évolution historique de l'Afrique est tout à fait étonnante. Alors, si nous prenons les périodes les plus anciennes, c'est-à-dire les périodes des origines, eh bien, nous savons maintenant que Out of Africa est une hypothèse qui est oubliée. Nous savons que... C'est-à-dire, précisons... C'est-à-dire que l'origine de l'Homo sapiens en Afrique. L'origine de l'homme africaine est abandonnée. Il n'y a plus que dans les arrière-cours de sacristie de curés de gauche que l'on en parle de ça, ou dans le journal Le Monde, ou dans la sous-culture médiatique. Aujourd'hui, nous savons très bien que c'est un buisson. C'est une affaire buissonnante, et que l'hypothèse multicentrique s'impose. Les dernières découvertes qui ont été faites en Chine sont extraordinaires à cet égard. Il y a 3 semaines, on nous a publié les résultats de découvertes en Algérie. L'on trouve en Algérie maintenant les embryons de pierre taillée plus anciens qu'en Afrique de l'Est. Donc nous avons véritablement une évolution qui s'est faite ces 10 dernières années qui est considérable. Deuxième évolution considérable qui s'est faite par le domaine des études concernant les gènes, qui permet de replacer les populations. Troisième grande évolution, la lexico-statistique appliquée à l'étude des langues par l'archéologie. Donc nous avons l'archéologie des langues. Donc toutes ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, nous avons eu des découvertes tout à fait considérables qui font que tout ce qui a été dit sur la préhistoire africaine il y a 20 ans et qui continue à être la doxa est totalement obsolète. Est-ce qu'on est en mesure d'établir justement une relation entre l'évolution des langues et les sources que nous donnent, les informations que nous donne l'archéologie ? Non, parce qu'on ne sait pas quelle langue parlait d'un squelette. Oui, mais au niveau des matériels découverts, par exemple, pour une période plus récente, premier et deuxième âge du fer, nous avons la corrélation entre les populations et les poteries qui ont été trouvées. C'est ça, voilà. Nous savons que le deuxième âge du fer va être davantage pastoral que le premier qui était davantage agricole. Nous avons des éléments. Mais la grande difficulté, bien sûr, lorsque vous sortez un crâne ou un fémur, vous ne savez pas quelle langue parlait l'individu qui était le porteur de cet os. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que plus l'on va dans la recherche, et plus on se rend compte que ce que l'on disait et qui aujourd'hui est abandonné officiellement, c'est-à-dire l'existence de grands ensembles humains, appelons-les ensembles humains pour ne pas parler de race, est la réalité. Et ceci est tout à fait étonnant, parce que nous revenons, si vous le voulez, par les techniques les plus modernes, qui soi-disant allaient développer l'idée de l'universalisme et de la non-existence de ces groupes humains. Nous voyons le contraire qui revient à ce que nous disions avant le grand décérébrage de ces dernières années, disant que tous les hommes procèdent de la même souche. Bon, certes, il y a des noirs, des blancs, mais en fait, nous sommes tous les mêmes, c'est évident. La grande notion universaliste. Et aujourd'hui, l'histoire et les sciences auxiliaires de l'histoire, qui ne sont pas auxiliaires, mais qu'on appelle les sciences auxiliaires de l'histoire, appliquées à l'Afrique, montrent que dans ce domaine-là, tout ce qui a été dit ces 30 dernières années relève de l'idéologie. Et qu'en est-il de la présence des Néandertaliens en Afrique? Non. En Afrique, non. Il n'y a pas de Néandertaliens en Afrique. Non. Le Néandertalien est un Européen.
Un Européen et un maintenant un Moyen-Oriental. Et puis avec un lien aussi avec la Sibérie. Oui, c'est autre chose. Oui, mais là, je sors de mon domaine. Là. Oui. Moi, je ne suis plus dans mon domaine de recherche. Alors, cette histoire ancienne de l'Afrique, elle bénéficie aussi des résultats obtenus par la paléoclimatologie. Absolument. Qui est un domaine essentiel Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Sur ce sujet. Oui, bon, j'ai eu la chance de travailler avec le grand spécialiste de la géographie climatique tropicale, le professeur Leroux, qui est mort maintenant, qui était professeur à Lyon 3, et qui lui avait pulvérisé le mythe du réchauffement climatique d'origine humaine, déjà bien avant ce que l'on dit aujourd'hui. Tout s'explique par le climat en Afrique. En fait c'est le flux intertropical. Toute l'histoire de l'Afrique s'explique par ce flux intertropical qui, de temps en temps, est poussé par le pôle sud, période qui va donner de l'humidité, des périodes pluviales. Ou bien poussé par le pôle nord qui va donner des périodes sèches. Alors, froid égale sécheresse, chaleur égale pluie, contrairement à ce que nous disent aujourd'hui, ce que nous dit la Vulgate. Si demain nous avons une tendance au réchauffement climatique, mais nous allons avoir une tendance pluviométrique plus importante. Ce qui fait qu'il va certes y avoir des régions d'Afrique qui vont se désertifier, mais d'autres qui vont au contraire reverdir. Et ceux-ci sont des cycles que nous connaissons parfaitement. Alors, en fonction des spécialistes, on vous dira le cycle est de 8000 ou de 15 000 ans, mais c'est un cycle. Exemple très simple, il y a 30 000 ans, le Sahara s'étendait quasiment... Non, après il a été vert. Le Sahara s'est étendu quasiment jusqu'au sud de la Côte d'Ivoire actuelle. Le désert saharien s'étendait beaucoup plus au sud à ce moment-là. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de Land Rover, il n'y avait pas de moteur diesel, et il n'y avait pas d'industrie. Donc il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait personne. Donc il y a d'autres raisons. Bon. On nous raconte des fadaises complètes, parce que si nous prenons le recul... Ça, c'est le gros avantage de la paléontologie historique, géographique et climatologique. Si nous prenons le recul, nous constatons que prenons simplement ces 100 000 dernières années, n'allons pas plus loin, sur ces 100 000 dernières années, nous avons 3 cycles de changement climatique en Afrique. Le propre du climat, c'est de changer. Et qui correspondent d'ailleurs aux périodes glaciaires européennes. Complètement, mais complètement. Et nous avons ce système qui fait que tantôt le Sahara est beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui, tantôt le Sahara est moins étendu. Alors, en revanche, ce qu'il ne faut pas nier, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène s'accélère. Nous sommes dans une phase de péjoration climatique qui a commencé il y a 6 000 ans, à peu près. 6 000 ans, 5 000, 6 000 ans. Nous sommes dans le même... ce qui va durer 10 000 ans, ou en principe encore 10 000 ans, sont des phases de 15 000 ans. Et qui est accéléré aujourd'hui? Alors là, effectivement, l'homme en Afrique accélère ce phénomène par la surpopulation. Ouais. Le Sahel, la déforestation. Oui, mais plus au sud. Mais sur le Sahel, par exemple, qui est la barrière. Le Sahel, c'est la barrière du Sahara. Et cette barrière du Sahara avait 3-4 millions d'habitants à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, nous en sommes à 110-120 millions d'habitants. Nous allons passer à 180-200 millions d'habitants. Ce qui fait qu'il y a épuisement des sols, élimination de tout le couvert arboré parce que la cuisson se fait uniquement au feu de bois. Donc des villes qui se créent dans des zones qui sont désertiques, donc qui pompent toutes les quelques réserves d'eau, et sur 100-150 km à la ronde, vous n'avez plus un seul arbre, plus un bout de bois, parce qu'il faut du bois pour faire du charbon de bois, pour nourrir les habitants. Plus les chèvres, plus les moutons, plus les bovins. Donc effectivement, le désert s'avance avec cette action de l'homme. Mais cette action de l'homme n'est pas ce qui explique la tendance lourde. La tendance lourde, c'est une évolution climatique en fonction de cycles que nous connaissons très bien. C'est le front intertropical, ce qui bouge, qui se déplace vers le nord, vers le sud. Mais ceci, les géographes tropicalistes le savent depuis 30 ans ou 40 ans. Il n'y a que les battleurs de la climatologie officielle qui n'en parlent pas. Le GIEC le problème du GIEC, c'est qu'il y a des gens qui sont très compétents dans le GIEC, mais ce ne sont pas des tropicalistes. Alors, il y a un point que vous avez indirectement évoqué, mais qui apparaît à la lecture de votre ouvrage aussi, c'est la bombe démographique africaine. Pour se rapprocher de notre période contemporaine et nous tourner vers l'avenir, qu'en est-il? Oui, mais cette bombe démographique africaine, elle explose. L'Afrique est un continent qui était vide d'habitants, un continent de basse pression démographique,
démographique jusqu'à l'époque de la découverte de l'Amérique. La découverte de l'Amérique a fait que d'Amérique ont été importées en Afrique des plantes qui aujourd'hui constituent la base de l'alimentation. Songez donc que dans toute l'Afrique, l'on se nourrit de maïs, de haricots, de patates douces, de manioc. 4 plantes qui viennent d'Amérique. Bon. Le bananier, lui, vient d'Asie. Donc, à partir du XVIe siècle, arrivent des plantes miraculeuses en Afrique, et nous assistons à un début de décollage démographique. Et ensuite, ce décollage démographique va devenir véritablement un envol démographique avec la colonisation, qui va établir la paix, qui va introduire la médecine moderne, qui va introduire les vaccinations, etc. Ensuite, après les indépendances, le phénomène qui a été mis sur ses rails à l'époque coloniale explose. Et aujourd'hui, l'Afrique se suicide. Aujourd'hui, 1,2 milliard habitants, l'Afrique va en avoir 2 milliards. Ils étaient 200 millions en 1960. Absolument. Près, hein. Un peu plus. Et donc, si on prend toute l'Afrique, peut-être un peu plus, donc c'est un phénomène qui est absolument ingérable. Alors là, effectivement, nous voyons une évolution sur le végétal, donc sur le climat. À ce moment-là, oui, nous avons une évolution qui se fait. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que les religions, qu'il s'agisse de l'islam ou du christianisme, s'opposent au contrôle des naissances. Alors, du côté islamique, à 100%. L'Algérie, par exemple, qui avait commencé à limiter sa population sous Chadli Ben Jedid, voit à nouveau, parce que l'Algérie, les islamistes ont passé un deal avec le pouvoir, nous vous laissons le pouvoir à vous les trafiquants, mais vous nous laissez la société. Et donc l'islamisation fait que l'Algérie redémarre dans sa courbe démographique. C'est absolument dramatique. Ce qui fait que l'Algérie va s'enfoncer encore plus dans le sous-développement, parce que le taux de fécondité remonte. Ah oui, est avalé par le taux de fécondité. Et dans les pays, alors ça c'est pour les pays musulmans, pour les pays Sahel également, et dans les pays chrétiens, c'est la même chose. Moi, quand j'étais au Rwanda, qui est un pays à 100% catholique, parler de contrôle des naissances, c'était... quelques collègues qui, à l'époque, ont parlé du contrôle des naissances ont été expulsés du pays. Ouais, donc, il n'y a pas de solution. Mais on avait vu pourtant en Égypte, le président Moubarak il a été renversé. S'indigner du fait que la population a une reproduction trop importante, selon lui. Moubarak avait dit aux Égyptiens, vous multipliez comme des lapins. Comme des lapins, c'est ça. Et il a été renversé par les islamistes. Ouais. Ce qui fait qu'aucun chef d'État d'un pays musulman ne peut prendre, il serait renversé immédiatement. Le cas de l'Égypte est typique de la catastrophe annoncée. L'Égypte va plus qu'à la catastrophe. L'Égypte a 100 millions d'habitants. L'Égypte ne peut nourrir qu'entre 30 et 40% de sa population. Donc 60% de sa population, et qui augmente chaque année, est nourrie uniquement par les achats de blé. L'Égypte est le pays qui achète le plus de blé, l'Égypte et l'Algérie en Afrique. Et comme l'Égypte ne produit rien, maintenant elle a du gaz, mais ce gaz ne va pas être suffisant, le gaz qu'on trouve au large du delta du Nil. Et imaginons une crise climatique qui se déroule au même moment aux États-Unis, en Russie et en Australie. Les pays exportateurs. Il y a 400 millions d'Africains qui meurent ou qui vont se jeter sur l'Europe pour échapper à la famine. Il y aura des bonnes âmes qui diront écoutez, ils ont faim, accueillons-les. Et donc le phénomène sera... Non, nous allons vers la catastrophe, c'est clair. Le risque de la famine est toujours présent et latent. On a connu les grandes famines d'Éthiopie dans les années 70. Mais si vous voulez, pour résumer la situation, aujourd'hui, la situation est très grave et demain, ce sera pire. Voilà, là, j'ai résumé l'histoire de l'avenir de l'Afrique. Mais est-ce qu'il y a, puisque nous sommes dans des perspectives d'avenir, est-ce qu'il y a quand même des pays qui disposent d'atouts ou d'une unité suffisante qui pourrait leur permettre de surmonter les défis qui s'annoncent? L'île Maurice. Ça fait peu de choses. Et l'île Maurice et peut-être le Maroc, s'il réussit à garder son Sahara occidental et s'il met en valeur son Sahara occidental avec toutes les richesses, avec les possibilités halieutiques, peut-être. Bien que la situation en ce moment est sérieuse. Non. Il n'y a pas un pays d'Afrique. Peut-être l'Éthiopie. Oui. Peut-être l'Éthiopie qui, à l'heure actuelle, a compris, avec ses grands barrages, qui d'ailleurs
provoque une crise avec l'Égypte, parce que le niveau du Nil va baisser. L'Éthiopie qui est en train de créer des grands barrages, l'Éthiopie qui veut être la grande centrale de production électrique pour l'Est africain. Et pour toute la péninsule arabique. Donc l'Éthiopie, peut-être, d'autant plus que l'Éthiopie vient de régler son problème avec l'Érythrée. Oui. Donc l'Éthiopie va pouvoir avoir plus facilement des accès à la mer. Peut-être l'Éthiopie, mais là on retombe sur un vieil empire. Hein. On retombe sur une réalité historique qui est de longue durée. Un des grands États historiques africains, il y en a eu très peu. Il y a eu le Maroc, l'Éthiopie. Il y a eu Madagascar, mais Madagascar est ruiné par son expérience socialiste. Oui. Madagascar qui pourrait effectivement devenir un pays. Imaginons Madagascar rester une possession coloniale. Madagascar serait la Nouvelle-Zélande. Mais bon, il y a eu toutes les expériences socialistes, marxistes, etc., qui ont fait que le pays a été ruiné. Comme l'Éthiopie fut ruinée en son temps aussi par les expériences de ce type que l'on sait. Oui, mais les vieilles nations ont du mal à mourir. Elles peuvent renaître. Une capacité de résilience. Il y a une facilité, évidemment. L'Éthiopie, je ne dis pas que l'Éthiopie va s'en sortir, mais l'Éthiopie a des chances de s'en sortir. Bon, mais des pays comme l'Égypte n'ont aucune chance à cause de la démographie. Un pays comme l'Algérie est un pauvre pays en perdition qui n'a aucune chance de s'en sortir non plus. En Afrique noire, la République démocratique du Congo, qui est une roue africaine puissance 10, peu de perspectives là aussi de développement, de décollage, du fait là de la diversité ethnique, du fait d'une situation politique. Sur le papier, la RDC devrait être plus riche que l'Europe. Oui, et c'est un pauvre pays totalement en abandon, etc. Non, mais on est là sur la grande malédiction africaine. L'Afrique du Sud, une faillite totale. Non, c'est la situation. Bon, si vous voulez, moi, je n'aime pas parler de l'avenir, parce que comme je dis souvent, je fais des autopsies et je laisse la résurrection des âmes à d'autres. Donc, moi, je regarde... L'avenir n'est écrit nulle part. Oui, moi ce que je fais, c'est que j'étude le passé et je donne les cartes. Je dis, voilà la situation. Alors, tirez-en toutes les conclusions que vous voulez. Moi, je ne suis pas très optimiste, mais je ne m'aventure pas sur ce terrain, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme disait Dominique Vénère, l'imprévu dans l'histoire. L'imprévu dans l'histoire. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les phénomènes dans la longue durée et de montrer, la situation. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, et ça, c'est ce que j'ai beaucoup fait avec l'armée du temps où je travaillais à l'école de guerre, à Saint-Cyr, etc., c'était d'expliquer aux gens qui devaient aller sur le terrain, la situation locale. Vous êtes projeté au Tchad, par exemple, le Tchad, voilà ce que c'est. Hein. Voilà. Les Tchad, et voilà des milieux différents. Sur ces milieux différents vivent des hommes en société qui, en fonction du milieu, ont développé tel ou tel type d'action sur le milieu, tel type de réaction par rapport au milieu, qui va entraîner des problèmes d'ordre psychologique. Il est bien évident que les populations sahariennes qui vivent dans des zones désertiques vivent en petits groupes et ont comme priorité le petit groupe, même avant l'ethnie, la famille, le clan, l'ethnie qui n'arrive qu'en troisième position, d'où les divisions des Touaregs, tandis que quand vous arrivez dans les zones de populations agricoles, vous avez des communautés beaucoup plus larges, et ces communautés plus larges font que c'est le poids de ces communautés qui fait que par le nombre, elles vont tenter de résister aux minorités prédatrices qui viennent du Nord. Voilà. Le Tchad, c'est un cas d'école, évidemment. Le Tchad est un cas d'école, et ceci se retrouve dans tout le Sahel. Tout le Sahel, ce qui s'est passé, l'histoire du Sahel est très simple. À partir du moment où les grands empires situés entre le Tchad, lac Tchad et l'Atlantique, les grands empires, Ghana, Mali, Songhai, etc., sont détruits, il n'y a plus d'État. Ce qui fait que les populations qui sont concentrées le long du fleuve, le long du Nil, populations sédentaires agricoles, qui vont à partir de la fin du XVIIe vivre entre deux mâchoires prédatrices. La mâchoire prédatrice Touareg venue du nord et la mâchoire prédatrice Peul venue du sud. Donc ces populations vont choisir de devenir tributaires des uns ou des autres pour échapper aux razzias. Et ceux qui vont devenir tributaires des Touaregs vont être protégés par les Touaregs, mais les Touaregs iront razzier ceux qui sont tributaires des Peuls, et vice-versa. Et aujourd'hui, pourquoi au sein des ethnies vous avez des groupes qui vont être pro-djihadistes ou anti-djihadistes? Eh bien, ceux qui vont être anti-djihadistes sont ceux qui étaient les tributaires des Touaregs, et ceux qui vont être pro-djihadistes sont ceux qui étaient tributaires des Peuls. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris la question du Sahel. Qui vous l'explique, ça? Personne. La longue durée est toujours présente pour expliquer les tensions d'aujourd'hui et les difficultés. Les crises africaines aujourd'hui, ce sont des crises résurgentes, qui ont été mises entre parenthèses
sous la période coloniale et après pendant la guerre des blocs, et renaissent ces oppositions de longue durée, la résurgence, et ce ne sont pas des nouvelles. Alors, évidemment, nous naviguons dans le brouillard absolu, parce que les buteurs de la sous-culture médiatique, comme disait Pierre Chenu, les buteurs de la sous-culture médiatique n'ont que le réel, que l'immédiat, pardon. Donc, ils analysent tout en fonction, ils décrivent, mais ils ne peuvent pas analyser. Moi, ce que je donne, ce sont des clés du passé lointain, qui montrent, avec des évolutions, bien entendu, parce qu'il n'y a pas d'automatisme, et il n'y a pas, ce n'est pas un phénomène qui est complètement prédestiné, mais je montre comment les grandes constantes, les marxistes auraient dit les lignes de force, moi je suis benvilien, donc je parle de constantes, les constantes de l'histoire qui sont fondamentales, avec le poids de la géographie, beaucoup plus encore qu'en Europe. Bien sûr. Eh bien, voilà des perspectives tout à fait passionnantes que vous retrouverez dans l'Atlas historique de l'Afrique de Bernard Lugan, que je recommande à nos téléspectateurs. Aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher. Hein, c'est vraiment une introduction absolument c'est pas une introduction. Lumineuse à l'histoire africaine. C'est pas une introduction, c'est une synthèse sur toutes les grandes questions de l'histoire africaine. Voilà, je laisse les introductions aux journalistes. Moi, c'est une synthèse sur toutes les grandes questions qui se posent en histoire africaine. Ça permet en tout cas d'avoir une vision très complète de cette histoire de l'Afrique dans la longue durée. Merci Bernard Lugan. Voilà.